ce que dit Michel est bien, leur pouvoir, il tient à rien en réalité. Alors, je précise, place de la Concorde, vous avez toute une série. La prochaine fois qu'on se verra, on vous fera une promenade chez les Rothschild. Mais avec La plaisir. place de la Concorde, Vous faites plaisir là. avec tous les noms, les histoires de chacun. Parce que Je c'est... suppose que ça ferait l'objet d'une vidéo entière, enfin même Ouais. de 3-4 heures. Une balade sur oligarchique. On sur, va les s'organiser ça. Rothschild, quoi. On va appeler ça les balades Dominique et Michel. Voilà. On Mais- prend rendez-vous là-dessus alors pour Voilà. ultérieurement. Vous aussi, merci d'avoir Merci dit pour la que les sociologie. Gilets jaunes nous rendaient le service du siècle. C'est vrai. On a vu ça dans les flatteur. midinales. Ouais, J'aime bien c'est le ce qu'ils ont service du repris siècle. partout, ouais. Et oui, vraiment, quand même, j'aime je veux bien dire, le ça petit, c'était un voilà, gros quoi. compliment qui n'a pas passé inaperçu parce que beaucoup de Gilets jaunes l'ont vu. évidemment. Oui, parce qu'on se doute bien que si on arrive à renverser le pouvoir en France, ça va avoir un impact sur le monde entier. Absolument. Clairement. Ben, c'est la Révolution française, on a quand même été Les Voilà. précurseurs. précurseurs. Hein. Tout à fait. Donc on ne lâche rien. On lâchera rien. Voilà. Au revoir. Encore une fois, merci du fond du cœur. Parce que là, grâce à vous, on apprend beaucoup de choses. Et maintenant, on va surtout s'atteler à parler un petit peu de votre parcours, hein, parce que ça fait quand même 30, 40 ans maintenant hein, que vous êtes sur ce sujet de l'oligarchie. Et étant donné qu'on se bat contre l'oligarchie, vous êtes vraiment les mieux placés pour nous en parler, tout simplement. Donc moi, ce que j'aimerais déjà dans un premier temps, c'est que tu donnes un petit peu le parcours depuis le début. Comment tu as réussi, par quel truchement tu as réussi justement à pénétrer l'oligarchie, puisque là aussi c'est une histoire un petit peu particulière, hein, il y a un concours de circonstances, je crois, hein, tu me coupes si je dis des bêtises. Comment vous Avez réussi, donc, par le truchement de certaines connaissances, à être intégré dans ce milieu très fermé de l'oligarchie, ce qui vous a permis effectivement d'avoir un décryptage vraiment très très pointu de cette classe, puisqu'on parle bien d'une classe. Donc décryptage de la classe, de ses modes d'action, de ses modes sociétaux, on va dire, hein, puisque ils ont un mode de vie très particulier, et aussi de la sémantique qui accompagne tout ça, évidemment, puisque nous, la sémantique, en ce moment, on la vit vraiment de manière très puissante avec Macron, qui lui alors, est au summum de cette sémantique violente à notre rencontre. Alors elle est violente peut-être aussi entre eux, j'en sais rien. Donc si tu peux commencer déjà par le commencement. Voilà. Et puis, juste pour approfondir, en même temps avec votre travail au CNRS en lui-même et les enjeux que vous avez pu avoir dans l'organisme en lui-même. Nous avons travaillé, Monique et moi, dans une association en 1901 qui avait des relations avec le ministère, de grandes villes, etc. Et qui, cette association, travaillait sur des sujets de la ville, de l'habitat, etc. Nous sommes entrés là-dedans, dans cette équipe qui était donc de statut association, et on s'est rendu compte qu'il travaillait beaucoup sur les beaux quartiers. Il ne travaillait pas. Qu'il ne travaillait pas sur les beaux quartiers, mais il travaillait beaucoup sur les quartiers à problème, un truc classique. Ça nous a intrigués, cette absence d'aller voir dans l'ouest parisien ce qui se passait. On a réussi à décrocher un contrat et on a pu travailler sur ce thème qui nous a pris quelques semaines, enfin un bon mois. Bonne année. Et pour écrire dans les beaux quartiers. Ouais, dans les beaux quartiers, il y a quand même 2-3 ans de travail derrière. Oui, alors dans les beaux quartiers, c'était une description-analyse de ce qui se passe à Neuilly, dans le 16e arrondissement, dans le 7e, dans les beaux quartiers. Beau entre guillemets, parce qu'on peut avoir des goûts différents. En tout cas dans les quartiers chers. Voilà. Alors là, il n'y a pas photo. Hein, ça c'est clair. Oui. Et donc, on a fait beaucoup d'entretiens.
Je vais vous passer les petits tuyaux qu'on a pu utiliser pour avoir des contacts. Ce qu'on peut simplement dire, c'est que si on a eu un contact, on a cherché, d'abord on a commencé à marcher tous les deux. Toi, tu as quitté tes baskets, tu as mis des chaussures de ville. Des escarpins. Moi, des escarpins. Des mocassins à gland. Voilà. Et puis, on s'est promené beaucoup. On a pris des notes parce qu'on n'est pas du tout issu du milieu de la grande bourgeoisie. Et donc, on a apprivoisé notre sujet. D'abord, on a commencé par les beaux quartiers, c'est facile. Et puis, on a cherché deux contacts. Un contact avec la bourgeoisie et un contact avec la noblesse. Une fois qu'on a eu ces deux contacts, on s'est lancé dans la campagne d'entretien. Et puis après, on a construit un livre autour du thème des beaux quartiers, de l'entre-soi de la grande bourgeoisie et des enjeux de cet entre-soi et de la façon dont il se construit. Et puis on a publié notre livre qui tout de suite a eu... Donc il s'appelle Dans les beaux quartiers et c'est une description de la vie dans ces beaux quartiers, du personnel de gestion de l'habitat, qui font la cuisine, le ménage, et aussi ceux qui les payent, plus ou moins, et qui sont souvent avec des noms à particules, mais pas toujours. Enfin, il y a il y a beaucoup de nobles. Il y avait beaucoup de nobles. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'on a montré, Michel et moi, que dans les beaux quartiers, ils se cooptent. C'est-à-dire dès qu'il y a un appartement qui est libre ou une maison, par exemple là où habite Xavier Niel, dans la villa Montmorency, c'est Vincent Bolloré qui est le responsable du syndicat de la copropriété de la villa Montmorency. Et dès qu'il y a quelque chose qui est libre, si par exemple Michel et moi, parce qu'on aurait gagné beaucoup d'argent à l'euro-million, à nos droits d'auteur ou avec l'euro-million, qu'on veuille une belle maison, un bel hôtel particulier dans la villa Montmorency, peut-être que ça ne serait pas possible parce qu'ils ne voudraient pas de nous. C'est-à-dire qu'il y a un système de cooptation et ce système de cooptation fonctionne dans les beaux quartiers du point de vue résidentiel, mais il fonctionne surtout dans les cercles et les rallyes pour jeunes, les cercles pour adultes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de sociologues pour dire qui appartient à cette classe et qui n'y appartient pas, c'est eux qui le décident. Hein, c'est-à-dire qu'avec le botamondin, le bouzou, depuis la plus petite enfance, ils savent qui est qui, ils se renseignent, ils travaillent ensemble. Perpétuer l'entre-soi. Oui. Et de la même manière que vous nous expliquiez tout à l'heure par rapport à perpétuer une certaine forme de dynastie. C'est Exactement. le même mécanisme en fait. Mécanisme, ça commence très tôt, pour les bébés. Les rallyes, pas Même bébés. les bébés, parce qu'il y a le personnel qui à la demeure qui est dans l'appartement et qui s'occupe des enfants. Et en général, c'est une personne étrangère, d'origine étrangère, qui parle allemand ou espagnol ou anglais et qui en même temps en profite pour apprendre la langue à l'enfant. Ce qui rend compte de quelques performances scolaires ultérieures. Ils ont un privilège déjà social très fort, c'est qu'ils se présentent dans le système scolaire en ayant 2 ou 3 langues disponibles. Et 7, quand c'est le baron Ernest Antoine Seyer de Laborde, le président qui a été président, le baron qui a été président du MEDEF puis du mouvement patronal européen, Business Europe, lui c'était 7 langues et lui c'était essentiellement grâce à des nurses. Donc c'était des langues maternelles. Et alors quand vous avez 7 langues, vous imaginez la mondialisation, elle est faite pour vous. Bien sûr, c'est vrai. Bah oui, quand on est polyglotte, forcément, on se ressent. D'ailleurs, il me semble que, alors je sais plus qui avait écrit ça, mais ils se sentent bien partout. Hein, ils sont chez eux partout, ou alors ils sont chez eux nulle part. Mais voilà, polyglotte. Enfin, je me souviens plus de la forme précise que ça prenait. Mais c'est ça, quoi. C'est-à-dire que les riches mondialisés, en fait, se sentent chez eux n'importe où, puisque de toute façon, ils ont déjà la maîtrise de la langue, ou moins de l'anglais, mais généralement, comme tu disais, Michel, ils ont beaucoup plus que ça de langue à leur actif. Hein.
d'autant plus que c'est d'autant plus intéressant qu'ils ont des intérêts à l'étranger, c'est-à-dire du capital investi dans des sociétés à l'étranger. Ils sont bilingues, trilingues, ça facilite beaucoup les contacts, bien sûr. Ce premier livre marche très bien. Nous avons mis un pseudonyme à tous nos interviewés. Un pseudonyme de noblesse ancienne éteint pour les nobles, de bourgeoisie éteinte pour les bourgeois. Oh, le livre sort, patatras. Ils sont furieux. C'était en quelle année ça? 1989. Oui. D'accord. Peux-tu rappeler le nom du livre? Dans les beaux quartiers. Publié au Seuil en 1989. Dans les beaux quartiers, bon, je dirais pour Aragon après. Mais... Oui, non, bon, après il faut passer à l'ensemble des livres. Pardon. Alors parle de ce qui nous est arrivé quand Alors à Neuilly par exemple, nous avons eu vent du fait qu'il y avait un jeu de société qui se pratiquait à la soirée, où il s'agissait de reconnaître les pseudonymes que nous avions donnés à nos personnages. Excellent. Vous avez gagné en notoriété d'un seul coup là. Hein. Ils se connaissent tous entre eux. Oui, donc forcément. Nous on avait mis un autre nom, un pseudonyme, avec la particule ou sans la particule, ça faisait très réaliste. Et eux, ils arrivaient à se reconnaître sur la pratique. Sur certains détails. Et donc, c'est par des petites anecdotes que finalement, on va arriver à essayer de vous montrer comment on a pénétré ce milieu-là. On reçoit, suite à cette histoire de jeu, un coup de téléphone d'un monsieur de la noblesse qui est membre du Jockey Club et qui nous dit ça nous ferait plaisir de vous recevoir au cercle, comme ils disent, pour discuter de ce problème d'anonymat, parce que nous, il nous dit peut-être directement au téléphone, nous on souhaiterait beaucoup continuer à travailler avec vous parce que ce premier livre nous plaît beaucoup, ce qui est une très grande surprise pour nous, parce qu'on parlait de racisme mondain, puisqu'ils ne veulent pas voir les autres, on parlait de ségrégation, d'exclusion des dissemblables, donc c'était un peu vif. Donc on est surpris, donc on va à ce déjeuner, et là ils nous expliquent, et ils avaient tout à fait raison, ils étaient finalement plus sociologues et bourdieusiens que nous ne l'étions à cette époque. Ils nous disent, mais vous savez, nous, nos patronymes, on y tient beaucoup, parce que c'est notre capital symbolique, c'est une richesse symbolique qui se transmet de génération en génération. Donc ce qu'on vous propose, si vous voulez qu'on continue à travailler ensemble, la prochaine fois vous nous mettrez nos patronymes, puis vous nous donnerez à relire ce qui ressortira des entretiens qu'on vous aura donnés. Et banco, on y va. Et l'affaire est partie. Et donc on pensait que ça serait le seul livre qu'on pourrait faire sur ce milieu. Et puis non, après il y en a eu beaucoup d'autres. Et petit à petit, on a instauré nous-mêmes une méthode de cooptation. C'est-à-dire, alors raconte comment on faisait nos entretiens. On faisait nos entretiens, et puis au cours de l'entretien, on nous parlait de telle comtesse, de telle dame, de tel homme d'affaires très intéressant. Juste une petite question intermédiaire sur ces personnes-là qui voulaient continuer à travailler avec vous. Est-ce qu'on peut dire qu'ils se sentaient soucieux du bien commun ou de dévoiler certaines choses? Quel était leur objectif à eux concrètement? Non, c'était un problème de légitimation de leur patrie, de leur classe, par deux sociologues du CNRS. Ils disaient jamais CNRS, ils disaient Centre National de la Recherche Scientifique. Avec des minuscules. Je pense qu'ils ont espéré ça, ils ne pouvaient pas imaginer qu'au final... Oui, vous seriez, ce serait une spécialité pour vous, etc. Alors, peut-être une petite précision, qu'est-ce que le Jockey Club? Le Jockey Club, c'est un club de personnes qui possèdent des chevaux de compétition pour les concours hippiques. Ils ont des chevaux de compétition et c'est une tradition familiale souvent, mais il y a des jeunes aussi qui arrivent sur ce marché. Le cercle s'est construit sur le cheval, mais en fait c'est toujours un peu un prétexte à la sociabilité. À faire de l'entre-soi quelque part. Voilà. Par exemple, sur l'un des terrains à Paris des compétitions hippiques, il y a la place qui est
réservé aux membres du Jockey Club, justement. D'accord. Et lorsqu'il y a... Ils ont leur tribune spécifique. Ils ont leur Ils ont tribune. leur petite loge Oui. privée. Et ils viennent tous ce jour-là avec un chapeau melon gris, une tenue plutôt noire, nœud papillon, redingote, très, très chic, le détail on a un peu oublié, mais ça frappe. Autour, il y a les joueurs ordinaires qui sont tout à fait disparates. Et le Jockey Club, alors, ces gens souvent possèdent des chevaux et ont une place personnelle dans les tribunes. Et tout un espace qui est préservé où il n'y a que les membres du Jockey Club qui viennent. Alors, avons-nous des noms importants qui font partie de ce jockey, des grands noms d'oligarques, de personnalités? Oui, on n'a pas envie de parler d'oligarques parce que c'est un endroit qui est tellement, comment je dirais, qui est tellement emblématique du fonctionnement d'une certaine noblesse ancienne, d'une noblesse qui n'est pas surtout pas m'as-tu vu, soi-disant qu'au Jockey Club on ne parle jamais d'affaires. Donc on n'a pas envie d'employer ce mot-là pour ces gens-là, bien qu'ils aient évidemment des intérêts financiers de haut vol. Par exemple, on a des gens qui sont membres du Jockey Club, qui sont nombreux dans les services de gestion privée des grandes banques et qui s'occupent de gérer les avoirs, les valeurs mobilières de leurs camarades de classe. Et quand on rentre, par exemple, dans une banque comme Lazare, Rothschild, mais aussi la BNP Paribas dans la partie gestion privée, ou d'autres banques avec des services de gestion privée de haut vol, c'est absolument extraordinaire. On a l'impression de rentrer dans un espèce de temple. C'est des gros tapis, il y a des bons fauteuils en cuir, tout est très isolé, on se sent très protégé. Et là, c'est extraordinaire. Ce sont des nobles, membres très souvent du Jockey Club, qui gèrent ces services de gestion privée. Alors il y en a un qui sera responsable du secteur de l'art, parce que quand on est très riche, on a beaucoup de tableaux. L'autre du secteur justement hippique, les chevaux, d'autres les forêts, les ressources agricoles, et puis l'argent sonnant et trébuchant. Est-ce que la famille Wertheimer fait partie de ce cercle? Ça a été une des questions de nos internautes depuis plusieurs temps. Je ne suis pas sûre. Ils sont connus dans le secteur du cheval quand même, mais... Je ne sais pas, Wertheimer, c'est Chanel. Oui, tout à fait, c'est les propriétaires de Chanel, et puis c'est la deuxième fortune de France reconnue dans un classement. On les a retrouvés avec Michel en Suisse. Ils sont aussi très bien classés dans le palmarès des grandes fortunes françaises en Suisse. Y compris en Suisse. Alors ça s'appelle Bilan, le journal qui recense les grandes fortunes suisses et françaises. Et donc on voit que parmi les milliardaires et millionnaires en France-Suisse, il y a des dizaines de familles françaises, dont les Wertheimer. Alors les Wertheimer sont-ils fiscalisés en Suisse? Du coup, c'est la question qu'on pourrait se poser. Là, je peux pas répondre en tout cas, parce que je ne sais pas s'ils ont déclaré. D'accord. Non, il me semble qu'ils ont été sur la liste, mais j'en suis pas sûr. Donc quand on n'est pas sûr. En principe, ils sont résidents. Et étant résidents, ils ont un forfait fiscal. Ils ont un forfait fiscal. Ils sont où, à Gstaad? Ils sont à Genève. Ils sont à Genève. Il me semble qu'ils ont une maison à Colonie. Oui, mais bon, là, on va peut-être repartir sur la ligne directrice qu'on avait. Oui. On en était, vous rencontrez ces personnes au dîner, donc cette noblesse qui veut bien travailler avec vous. Et donc va arriver le deuxième livre, je suppose. Oui, alors là, le deuxième livre, on va passer, c'est un travail toujours sur les beaux quartiers, donc c'est un peu répétitif. Et puis après, on passe à un livre sur la chasse à courre, sur des livres sur les modes de vie, sur les châteaux classés monuments historiques, parce que beaucoup de nobles et de grands bourgeois vivent dans des châteaux. Et on a remarqué avec Michel qu'ils avaient très souvent le label monument historique. Et comme c'est une niche fiscale, être classé monument historique, c'est énorme, parce qu'elle n'est pas plafonnée.
Donc tout l'argent que vous dépensez pour faire fonctionner votre château part dans cette niche. Donc souvent, c'est pour ça que la tondeuse batteuse, qui est assez coûteuse, est achetée avec les crédits de cette. Oui, c'est-à-dire elle est défiscalisée puisque on le défale que de sa déclaration de revenus. Hein. Et donc, du coup, avec Michel, on s'est posé la question très impertinente. Mais au fond, qu'est-ce qui est classé? Est-ce que c'est le monument ou c'est le châtelain? Et très souvent, Très souvent, c'est les deux en fait. Oui, mais enfin souvent c'est peut-être plus le châtelain. Voilà, c'est ça. Bah, oui. Et alors, on a décrypté en construisant les réseaux sociaux, par exemple du château. C'est affreux, j'oublie les noms d'un châtelain dans les Yvelines, que finalement, dans son cas, oui, non, c'était le châtelain qui était classé. D'accord. Voilà. Bah, par exemple, les Rothschild, ils en ont une cinquantaine de châteaux sur la France, au minimum. Oui, enfin, ils en ont beaucoup, je ne sais pas si c'est tu comptes 50. les vignobles, Avec les vignobles. Ok, continuons. Donc, chasse à cour, donc sur les châtelains. On essaye tout ça nous crée une espèce de capital social dans ce milieu qui fait que, par exemple, on connaît bien le président du Cercle de l'Union interalliée, qu'on est invité à des conférences et puis qu'on est invité à des déjeuners. Une fois, j'avais demandé, j'aimerais bien pouvoir me baigner dans la piscine. Non, ça n'a jamais été possible. Ah, on en avait parlé de la piscine. Très belle Très belle. Peut-être qu'on ne mélange pas les corps. Ouais. Donc même au dîner en lui-même, vous n'aviez jamais pu avoir une invitation ou quoi que ce soit. Au dîner du siècle. Ah ben au dîner du siècle, quand on travaillait, le dîner du siècle se passait à l'Automobile Club. Voilà, c'était sur la place de la Concorde. Et puis surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, quand on a commencé à travailler sur les annuaires des cercles, on n'avait pas retenu le siècle. En 86, le siècle n'était pas un cercle qui était à la hauteur du Jockey Club, du Travelers, de l'Automobile Club, du Cercle de l'Union interalliée. Voire même du Lions. C'était plutôt Lions ou Rotary. Le Club des 100 aussi, on en a beaucoup. Oui, le Club des 100. On parle du Club des 100. Et donc on ne l'avait pas comptabilisé, on ne l'avait pas retenu. D'accord. Et puis c'est pour vous dire que le système de l'oligarchie politico-médiatique s'est enflammé après, à la suite de l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. Ouais. Et donc nous, on a commencé à s'intéresser au siècle au début des années 90. Vous voyez ? Alors, par contre, juste une petite précision par rapport à ces différents clubs qui existent. Est-ce que tu dirais que si on prend le Jockey Club par exemple et l'Automobile Club, est-ce que ça représente deux types de corporations ? Puisque tu disais par exemple au Jockey Club, on avait beaucoup de gérants de banques ou d'associés gérants. C'est pas les mêmes cibles. Est-ce qu'à l'Automobile Club, c'était peut-être plus des industriels, je ne sais pas, tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'il y a quand même des séparations après, ils aiment bien se différencier même les uns des autres. Le Jockey Club, c'est le cheval, hein, c'est clair. Ils ont tous d'autres activités, mais c'est un point commun. L'autre, l'Automobile Club, il y a beaucoup d'héritiers, de Peugeot, peut-être Citroën, je ne suis pas sûr, mais Peugeot, Panhard, qui sont membres de l'Automobile Club. Et l'Automobile Club, comme le cheval pour le jockey, c'est l'automobile qui est un peu centrale, et il y a des capitalistes de la voiture qui viennent. Oui, donc en fait, on a bien un club, enfin là on génère une spécificité. Voilà, chacun a sa spécificité et se démarque comme ça. Avec en même temps, ça sonne bien. Hein, il y a fait une macronade sans le savoir. Des liens entre les clubs, évidemment. Des liens profonds. Le but, c'est de créer du réseau, quoi, tout simplement, de toutes les manières possibles, avec la caste. On peut être membre de plusieurs cercles. Bien sûr, oui. Alors donc, si vous voulez, nous, on a travaillé beaucoup avec Michel, avec le Botamondain. Le Botamondain nous donne toutes les appartenances de cercles. Nous donne par exemple aussi, ça s'appelle une association d'entraide de la noblesse française, l'ANF, mais les nobles se retrouvent dans cette association
pour faire perdurer, puisqu'il n'y a plus de droit pour anoblir, mais contrôler, disons, que les titres de noblesse ne se dévalorisent pas. En particulier, aider les adolescents dans des difficultés scolaires potentielles. Il y a un coup de main qui est donné au sein de... Voilà, quand une famille En de fait, la noblesse... quelque part dans tous ces think tanks, que ce soit par exemple, on avait fait aussi la French American Foundation, même si c'est lié de loin, c'est toujours rapatrier les idéologies et former la jeunesse qui va arriver derrière. C'est toujours, voilà, on est dans les mêmes mécanismes. Young Leaders, formés de 30 à 40 ans pour préparer... C'est-à-dire qu'au fond, notre travail montre que pour que cette classe se perpétue et puisse continuer à s'accaparer pour elle seule toutes les richesses et tous les pouvoirs, il faut évidemment que tous les membres soient très mobilisés dans la défense des intérêts de la classe. Et trouver des points communs. Ouais. Voilà. Et donc, nous, dans nos enquêtes, on avait presque envie de demander, on n'a pas osé demander une assurance spéciale au contrôleur financier du CNRS, parce qu'on a dit on va attraper une cirrhose du foie, avec tous les bons champagnes. Avec le champagne qu'on boit. D'abord, on résistait mal, c'était tellement bon, c'était délicieux. Et puis... aux saveurs oligarchiques. Vous avez goûté aux saveurs oligarchiques. Voilà. C'est à du bon. Et donc, c'est une vie épuisante, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que les chercheurs du CNRS, quand on leur exposait ça, ils pensaient que c'était une sociabilité décadente, que c'était superficiel. Alors que c'est leur boulot. C'est comme ça qu'ils sont unis. C'est parce qu'ils sont toujours entre eux, dans des endroits de luxe, avec des mets extraordinaires, les vins les plus raffinés qui soient, dans des cadres tous aussi extraordinaires les uns que les autres. Un restaurant peut-être à nous donner un lieu justement de ces réunions oligarchiques pour le plaisir, pour les saveurs. Oui, chez Laurent. Chez Laurent, ça peut être. Mais il y a aussi tous les restaurants des cercles qui sont... Et puis près de l'Automobile Club de France. Il y a chez Laurent, il y a le Clion, Il y a la Serre, Maxims. 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 Il y a les salons Ricard qui sont à 2 pas. Enfin bref, donc... Maxime, c'est vrai qu'il appartenait à Pierre Berger, il me semble, non? C'est possible. Pierre Berger. Ah, il est toujours dans les bons coups, celui-là. Enfin, il n'y est plus. Il était. Ouais, il est plus. Je me permets une question du coup par rapport aux loges maçonniques. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Par rapport aux forces de réseau. Ouais, Oui, aux forces de réseau qui sont liées aussi quelque part à tous ces cercles de près ou de loin. Oui, enfin, c'est-à-dire que c'est pas la même, c'est la même logique d'un certain entre-soi, mais les loges maçonniques, c'est un univers beaucoup plus divers. Oui, logiquement, c'est différent quand même. Là, on n'est pas justement dans la classe bourgeoise noble. Non, il peut y avoir des recoupements plus largement, bien sûr. Mais ça ne se... L'argent n'est pas c'est essentiel. L'idéologie qui est moins large. Vous n'avez pas fait de travail plus particulier que ça sur la franc-maçonnerie, non, que ce soit lié à l'oligarchie, On j'entends. est allé présenter, on a été invité 3 fois au Grand Orient pour présenter notre travail, le travail sur l'oligarchie, et chaque fois ça a été vraiment intéressant. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme vous, dans un rond-point. Je sais que si on est le chef du rond-point, pendant 1 mois, après, on devient le balayeur du rond-point. Oui, c'est un peu le système. Et pour les loges, c'est pareil. Celui qui était chargé de nous présenter, par exemple, on apprenait que le mois d'avant, c'était lui qui ouvrait la porte de la loge, parce que c'est très ritualisé, enfin, tout ça. Et puis je pense que c'est comme dans les carrefours de Gilets jaunes, on n'a pas le droit de se couper la parole chez les francs-maçons. C'est super intéressant ce que vous dites, parce que je sais que dans les cercles, par exemple, il y a une citation, alors je ne sais plus si c'est Alain ou si c'est Aristote, etc., mais qui disait « Un citoyen, c'est celui qui est capable de gouverner et d'être gouverné ». Et on a l'impression que dans les loges et dans tout ça, il s'applique les principes démocratiques réels, et je sais qu'aussi dans certaines loges, ils utilisent aussi le tirage au sort pour faire tourner les charges, etc. Donc est-ce que... Mais on ne peut pas généraliser. Parce oui, j'en doute bien sûr, c'est très disparate. L'Orient de France n'est pas la grande loge nationale de France. Les milieux affairistes et les milieux plutôt des hauts fonctionnaires chez les grands temps de France. Enfin, on voit bien comme une spécialisation
dans certaines loges. C'est ce qui se dégage un peu. Il y a aussi des contradictions qui sont traitées avec prudence de concurrence lorsqu'ils sont dans les affaires. Les banques, les industriels, ça peut être concurrent. On ne va pas se massacrer. Mais ils vont bien s'entendre du fait de leur appartenance à une certaine parce que catégorie de personnes, puisqu'ils doivent aussi, à mon avis, se considérer comme une forme d'élite, de caste. Oui, c'est ça. Parce que c'est vrai que les gens qui s'intéressent à ces cercles, à la franc-maçonnerie, ont l'impression qu'ils sont tous d'accord et que c'est un gros complot géant pour vraiment... Non, alors qu'en fait, il y a vraiment des intérêts qui défendent, intérêts individuels qui défendent... etc. Mais dans la classe dominante, dans l'oligarchie, les intérêts collectifs de la classe prédominent sur les intérêts individuels. Il peut y avoir ce que Michel a dit, une espèce de guerre entre François Pinault et Bernard Arnault à propos de Gouchy. Ça va très loin, ça monte. Ils estiment dans les cercles que ça va trop loin. Sur un point ponctuel, en fait. Et donc ils envoient par exemple Marc Ladrake de la Charrière comme médiateur entre François Pinault et Bernard Arnault pour trouver un point d'accord. Et le point d'accord est trouvé. Ça s'est passé pareil pour la bagarre entre Bernard Arnault et la famille Hermès pour le contrôle du capital d'Hermès. Et un médiateur, là je ne sais pas qui a été le médiateur dans cette histoire-là, mais voilà, donc chacun doit défendre les intérêts de la classe là où il est. Malgré tout. Voilà. Mais... Désolé, je rebondis parce que c'est super intéressant, parce que nous, dans le changement sociétal qu'on réclame, on se rend compte qu'eux appliquent les institutions qu'on voudrait, nous, au niveau national, ils se l'appliquent à eux-mêmes en cercle fermé, quoi. C'est ça, vraiment. D'une manière oligarcho-démocratique en interne, quoi. C'était aussi une des questions qu'on se posait, parce que peut-être, nous, dans notre stratégie de Gilets jaunes constituants, on voulait justement rentrer dans les rivalités entre oligarques. Ouais, peut-être pour appuyer dessus. Est-ce que, alors pour le coup, avec tout ce qu'on entend, finalement les rivalités sont minimes et priment effectivement l'intérêt collectif de classe? Oui, ça serait un mauvais combat. D'accord. Pour moi, parce que je trouve que notre combat à nous, de montrer une classe sociale mobilisée de façon extrêmement solidaire pour la défense de ses intérêts, c'est autrement plus fort que de mettre l'accent sur les ratés, sur les divisions, parce que finalement, nous deux qui avons des idées communistes dans le beau sens du mot communisme, de partage, d'humanité, de bien commun, là où on l'a rencontré, alors que c'était pas là du tout, on allait le chercher. C'est dans cette grande bourgeoisie, le collectivisme pratique. C'est super intéressant. Ce point de vue est intéressant parce que pour le coup, on ne s'attendait pas à ça. Oui, nous non plus. Ils sont pragmatiques. Ils savent comment gérer leurs intérêts. Une des raisons, ça doit être la conscience qu'ils ont que ce n'est pas donné un jeu. Aujourd'hui pour toujours. Oui, qui sont minoritaires en plus. Et ils ne sont pas sûrs de leur avenir. Donc, parce que, par exemple, je me souviens de 95, décembre 95. Une grosse mobilisation, enfin bon, ils étaient apeurés, enfin, ils étaient inquiets. Ils nous disaient carrément... moi, ce jour-là, on était à table chez le comte Cahen d'Anvers, dans le 16e arrondissement, je me souviens. Et Dieu sait si c'était les autres qui nous accueillaient étaient sympathiques et adorables. Et on sentait qu'il y avait de telles tensions à cause des mouvements de grève contre Juppé, la réforme des retraites, que moi, je refais le mouvement. Je me suis dit, ma fille, tu dis rien. Tu t'agrippes, tu ouvres bien tes oreilles et puis quand tu rentreras avec Michel, on fera notre petit débriefing et ce sera super parce que j'avais vu qu'il y avait déjà des valises qui étaient plus ou moins prêtes, un peu comme en 81 quand ils n'étaient pas à partir. Voilà, prêts à partir en Suisse. Et alors là, ce que dit Michel est très important, c'est-à-dire que là, ils ont parfaitement conscience de la fragilité de leur pouvoir. Et pourquoi est-ce qu'ils vous canardent dans les manifestations? C'est tout à fait ce qu'on veut entendre. Comment se fait-il qu'ils utilisent ces LBD 40 à votre rencontre contre l'avis du Parlement européen en plus. Alors que ce sont des armes de guerre, des armes létales. Eh bien c'est parce qu'ils ont peur, parce que
ce que dit Michel est bien, leur pouvoir, il tient à rien en réalité. Alors, je précise, je nais à Neuilly, dans la famille Bettencourt, par exemple. Je m'appelle Françoise, je nais, hop, à la naissance, je me trouve avec des titres de propriété dans la bouche. En veux-tu, en voilà. Je me trouve avec de l'argent par million d'euros en Suisse. Hop, 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 j'ai tout ça dans ma bouche et je biberonne tout ça et tout va bien. Et le pauvre type qui naît pas loin de là, 5 km à Bobigny, Neuilly-Bobigny, lui, fils d'un ouvrier algérien avec une mère tunisienne qui ne fait que des ménages, 10 enfants dans la cité HLM, eh bien, lui, c'est une vie pleine d'épines qu'il va rencontrer, tandis que l'autre, uniquement parce qu'elle est née, c'est le hasard, dans une famille où il y avait des types de propriété, ça sera des pétales de rose pour la vie. Hein. Et cet arbitraire-là, entre cette naissance à Neuilly et cette naissance à Bobigny, pour lequel vous n'y êtes pour rien, hein, eh bien, il va falloir la masquer. Il va falloir que Françoise ait un corps qui soit différent de celui du type de Bobigny. Mettre en évidence le fait que c'est normal et que on le mérite, quoi. Que c'est pas... Ils se convainquent eux-mêmes de ça, en fait, c'est ça. Hein. D'où tout ce qui va découler, le guide de la bienséance, la bonne tenue, etc., le beau langage. La culture intellectuelle, la littérature, la peinture... Reprendre les codes de la noblesse, en fait, en tant que bourgeois, quelque part. Oui, montrer, vous avez raison de parler de noblesse, montrer qu'on est une espèce... à part les sangs bleus. C'est le sang bleu, voilà. Ça, et c'est très intéressant parce que si on, avec la sociologie de Bourdieu, on comprend qu'au fond, en transformant les corps en corps de bourgeois, avec, regardez l'autre qui se dresse là. Non mais justement, je joins le geste à la parole là, tu vois. Le corps de tête altier, évidemment pas de frange. Moi quand j'ai demandé une fois à une dame que j'interviewais, parce que moi j'ai toujours eu ma frange parce que j'étais tellement anxieuse quand j'étais petite que j'avais de l'eczéma de partout, donc plus j'en cachais mieux je me portais. Alors je lui dis mais il n'y a jamais de frange dans les beaux quartiers, comment ça se fait? Alors elle m'a regardé d'un petit air tendre, elle m'a dit oh, vous savez la frange, non c'est pas que ça fasse mauvais genre mais... Voilà, donc, c'est bien le mais. Voilà, quand t'as dit le mais, t'as tout dit quoi. Voilà, c'est dans le mais. Alors attends, je finis là ce que je voulais montrer parce que c'est important, pour moi en tout cas. Ils arrivent à transformer l'arbitraire de la naissance en qualité naturelle, en qualité innée. Parce qu'il faut absolument, pour que leur pouvoir puisse perdurer, qu'ils puissent transformer la domination économique en domination symbolique. Où les pauvres gilets jaunes qui sont là autour de la table disent oh, oui. Non que ce qu'ils méritent. Non, nous, on n'a que ce qu'on mérite. On voit bien qu'ils sont plus forts que nous, qu'ils sont plus élégants, qu'ils sont plus intelligents, plus... Regardez Macron, toutes les grandes écoles qu'il a fait. Donc, se convaincre qu'ils sont l'élite, se convaincre eux-mêmes. Et du coup, on retrouve pareil ces codes dans les grandes écoles, type l'ENA, Sciences Po et compagnie. Direct de convaincre, voilà, vous êtes le futur, l'élite, prendre tous ces codes de sous-noblesse du coup pour les écoles parce que tout le monde peut y aller. Gaspard Ganzer par exemple. Voilà, Gaspard Ganzer. C'est un exemple même de... il se persuade lui-même que c'est une lumière en fait. Une lumière pour le peuple. Et du coup, c'est intéressant son cas à Gaspard Ganzer. Puisque vous disiez qu'en 84 ou en 89, c'est ça, ils étaient prêts, les valises étaient prêtes. En 95, ils étaient prêts à faire les valises. Est-ce que vous diriez aujourd'hui tous les deux que au jour d'aujourd'hui, avec le mouvement des Gilets jaunes, est-ce que tu penses que les valises sont prêtes ou qu'ils ont plus pris la confiance quand même? On ne peut pas le dire parce que là, nous, quand on y était, on sent les choses dans sa chair. Donc là, on n'a pas le droit de dire, on ne sait pas puisqu'ils ont coupé les ponts avec nous. Donc on n'a pas de réponse à cette question. Mais en tout cas, on fait... Ça paraît plausible. Voilà, en tout cas. Ça paraît hautement plausible. Et puis, nous, on a fait des... C'est pas la débandade, mais c'est de la précaution. Ils ont pris... ils ont un œil méfiant, forcément. Et puis, on a quand même, vous verrez dans notre livre, dans l'épilogue, on est allé à la manifestation des Gilets jaunes
du 24 novembre. 17, on était à Manosque, le samedi suivant, 7, 14, le 24 novembre. Bon, là, on raconte, vous verrez. Et puis, on raconte la manifestation suivante. On n'y a pas été, je ne sais pas pour quelle raison. Et du coup, on y est allé le lendemain, le jour d'après, le dimanche. On a refait tout le parcours des Gilets jaunes et puis on relevait les graffitis, les tags, les banques qui avaient été détruites. Enfin, on faisait notre petit boulot de sociologue en observation, sachant que l'observation n'est qu'un des outillages méthodologiques. On fait beaucoup d'entretiens, on fait beaucoup de statistiques, toutes sortes de choses. Et puis on s'est dit, il n'y avait quand même pas beaucoup de monde dans les rues pour faire des entretiens. Alors on se dit, tiens, on n'est pas loin de l'église Saint-Augustin, il y a la grand-messe à 11h, et on va aller à la messe à 11h. Et donc on raconte dans le livre sur le président des ultra-riches, notre messe à 11h, qui a été au-delà de toutes nos espérances, parce que c'était l'évangile selon Saint-Luc. Puis il y a certains qui savent aller tout droit vers le chemin que nous guide le ciel, enfin Dieu, les anges, et puis il y en a qui tournent en rond autour de rond-point, Ouais. dans un non-sens total. Bon, enfin bref. Et puis, La comparaison est intéressante. oui, la comparaison est chouette. À la fin, donc vous verrez tout ça est décrit parce qu'on prenait des notes pendant le sermon. Et puis à la fin, le prêtre, le curé qui avait dit la salle était comble, l'église était absolument comble de grands bourgeois. L'église était absolument pleine de grands bourgeois, ça se voit, enfin, on a les yeux pour voir, et De la d'enfants. famille du quartier. Et donc le curé dit, et puis alors vous savez, j'ai une bonne information à vous dire, c'est que pour le denier du culte, j'ai mis au point un petit truc super. Vous payez avec votre carte bleue, et puis vous avez tout de suite le reçu fiscal pour faire votre déduction à 66%. Je ne savais pas que le denier du culte pouvait être défiscalisé à 66%. Bon, alors tout ça a été amusant. Puis après, tout le monde se retrouve dehors pour discuter après le parler. Et là, alors ils ont raconté tous les trucs que vous aviez fait la veille. Alors, il y a des gosses, tout ça a été enregistré, hein, des gosses qui disent « Ouais, maman, elle a décidé de fermer les volets quand le pavé, il est arrivé sur le canapé du salon. » Il y avait des trucs à mourir. Alors surtout que si c'est un pavé qui atterrit sur le canapé de son salon, je sais pas où ils habitent, mais ça va être sur les champs, hein, parce que... Oui, c'était pas loin. Voilà. Ah, ça va, Et les puis, mesures, hein. les adolescents, t'as vu, il y avait les chars et tout ça. On serait cru en guerre. Ouais. La maman qui Alors, oui. Moi, j'avais une question centrale moi, qui me titille tout à l'heure. J'en ai deux en fait. Quel est finalement pour vous l'homme le plus puissant ou la famille ou la femme la plus puissante? Puissance en termes d'argent, de réseau, de force de lobby D'influence. et d'influence sur notre pays. Alors pour nous, c'est simple, c'est l'oligarchie, c'est la classe. On peut pas En dire. elle-même, ouais. Mais il n'y a pas une personne, une Non. famille qui sort Non. du lot, Non. qui... Non, Parce qu'ils on sont- dit rien sans les autres. D'accord, c'est vraiment une solidarité de classe assez Ouais. impressionnante sur 10, 15, 20, 30, 40 familles. Non, mais Est-ce que c'est une solidarité ou est-ce que c'est une interdépendance? Ouais. Non, Oui, c'est une c'est ça. solidarité. Non, moi je dis c'est une solidarité. Parce que bien ça, quand elle est même. Mais il y a active. une solidarité avec une sorte de négociation aussi perpétuelle, Oui, quelque oui. part. C'est ça, ils sont toujours Parce à leurs intérêts individuels quand même. Ah oui. Évidemment. Un Martin Bouygues avec un Bolloré, avec un Bernard Arnault, ça peut s'engueuler, ça peut se brouiller, mais ça peut aussi se réconcilier, ça peut passer des vacances ensemble, Ouais. se soutenir ensemble devant la crise des Gilets jaunes par exemple. Ouais. Clairement, c'est ça. Pourquoi moi je dis interdépendance, Monique? Parce que moi quand je parle de solidarité, personnellement, je pense que c'est à peu près tout le monde pareil, c'est de la solidarité, c'est de la bienveillance pure, c'est-à-dire qu'on n'attend rien en retour. Alors quand moi je l'analyse comme ça, alors maintenant corrige-moi si je suis pas dans la bonne analyse, mais dans l'oligarchie, la solidarité de l'oligarchie, en fait, est conditionnée par un besoin, justement, d'avoir cette solidarité entre eux. Parce que, comme tu l'as dit tout seul, un oligarque tout seul n'a pas la puissance nécessaire. Tous ensemble, ils ont la puissance. Donc, c'est un besoin, en fait. C'est pour ça que je dis interdépendance, c'est-à-dire que effectivement, on peut le considérer comme une solidarité de riches, mais c'est pas une solidarité bienveillante d'une certaine façon.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Ils attendent quelque chose en retour d'une certaine façon. C'est-à-dire, moi je te file un coup de main sur Tu as ça. le droit de le dire comme ça, mais nous, comme sociologues, je revendique le terme de solidarité, D'accord. parce que eux, ils sont tellement leur seule patrie, c'est leur société. D'ailleurs, quand ils disent la société, C'est la leur. C'est la leur. Ouais, c'est la leur. Et ils vivent vraiment comme ça, le fait de s'entraider. Nous, avec Michel, on a été reçus à Biarritz par un grand d'Espagne. Tu te Oui, souviens? ça c'est un des traits qui Un explique, aristocrate totalement... un grand d'Espagne qui a, on ne sait pas sa vie, mais on ne connaissait pas sa vie, il était ruiné. Et on avait son adresse pour aller à Biarritz, une certaine adresse, il était c'est bien lui là. qui devait nous présenter les familles d'Arcan, Ouais. qui devait nous présenter toutes les grandes familles qui comptaient. Il arrive à avec Biarritz. sa bagnole déglinguée, assez chargée d'odeur à l'intérieur. C'était un peu sinistre, enfin triste. Et il nous emmène à l'hôtel. Le grand palais de l'hôtel de Paris de Biarritz. Alors il est accueilli comme un prince par le patron d'un hôtel qui est de l'ordre grand luxe. Hein. Visiblement, il avait encore du pouvoir auprès. Alors, ce Tu dirais que c'est la puissance du nom qui. c'est qui la lui a puissance fait ça. du nom, la puissance de la famille, même si la famille, il n'y a plus que lui et qui sera peut-être le dernier, mais ça fait rien. Oui. Ça a quand même de l'importance parce que, au fond, nous sommes uniques. Si on disparaît, c'est une perte pour le. Oui. Comme quoi les grands noms sont une forme de faire valoir, même si on n'a plus d'argent, d'une certaine façon. Il reste la richesse Fréquenter un symbolique, grand nom, voilà. c'est toujours bien vu, et bon, on accepte un peu de fréquenter, même s'il est pauvre. Il est quand même. Attends, juste une seconde. On est à pratiquement une cinquantaine de minutes. On va en faire une petite dizaine de minutes, pas trop abuser de votre Oui. temps. Vas-y. Alors moi j'avais une question qu'on a discuté beaucoup en interne et on a essayé justement d'identifier les oligarques qui sortent du lot. Il y en a un pour moi qui sort du lot, c'est Henri de Castries. Ce n'est que mon opinion personnelle et je pense que vous le savez, mais mieux que moi, vous avez sûrement dû l'approcher dans le passé. Henri de Castries, ce qu'on observe nous de l'extérieur, en dehors nous vraiment au grand public, c'est que déjà il se retrouve avec double casquette et triple à l'époque. Quand il était PDG d'AXA, il était président du groupe Bilderberg, ce qui n'est pas rien au niveau think tanks mondial, et membre du siècle, voire même du conseil d'administration du siècle. Quand on a autant de casquettes en même temps, Et puis il en a bien d'autres. voilà. Il a été président de l'Institut Montaigne. L'Institut Montaigne, oui. Plein d'autres choses. Alors vous verrez dans notre livre, il y a de belles pages qui lui sont consacrées. Et mon cher Wilson, vous pourrez vous déguster. Ah, mais c'est ce Parce que je. Il a faim, il a faim. Voilà, faut que- Il a affamé, le pauvre. Henri de la Croix de Castries. Hein, c'est Tout à fait. important de Descendant du marquis de Sade, nous Voilà, a-t-on dit. voilà. Vous confirmez? Oui, oui, c'est Il devient descendant du marquis de vous Sade. verrez, Voilà. sa notice, sa trajectoire est absolument extraordinaire. Et ben voilà quelqu'un qui est issu de la plus vieille tradition de l'Ancien Régime et qui est aujourd'hui au cœur du l'oligarchie. capitalisme financiarisé, mondialisé, de l'oligarchie. Alors, Delacroix, rapport au peintre. Ah non, le pauvre, c'est une Non, deux particule. mots. Non, mais je pose la question parce qu'il y a des gens qui vont se la poser, donc au moins on évacue le sujet tout de suite, tu vois, comme ça c'est fait. Du coup, il y a une sorte de compétition quand même entre eux, et en l'occurrence, Henri de Castries, il a réussi à sortir la tête, à être meilleur que les autres et à avoir un plus grand pouvoir, ou on reste quand même sur, de toute façon, c'est cette caste en général qui a le pouvoir. C'est-à-dire que là, il y a 7 castes en général, on peut décliner ça au niveau de la caste, au niveau d'un groupe, par exemple de nobles, de grands bourgeois, de ceci, de cela, liés à l'industrie ou à la finance. Il y a on peut dire des choses comme ça. Et puis après, on descend au niveau des individus, mais les individus sont toujours le représentant du ligné, sont toujours le représentant de la classe. C'est ça leur force. On a du mal à nous se mettre ça dans la peau. Vous, là, en ce moment, vous vivez comme
des éléments de solidarité vis-à-vis du mouvement des Gilets jaunes que vous avez créé, parce que vous êtes en train de construire une conscience de classe avec ces réseaux. Et puis après, vous êtes de toute façon en même temps mobilisés pour défendre vos droits. Et, on peut dire que les classes populaires sont à peu près sur un pied d'égalité. Il y a des compétences, il y a des petites ressources qui différencient, mais ça reste grosso modo à la même distance. Ce qui se passe pour eux, c'est qu'il y a des écarts qui sont énormes et que c'est constitutif de la classe. Parce que ils sont dans les affaires c'est beaucoup d'argent, et il y en a qui en ont beaucoup, quelquefois ça descend, quelquefois ça monte, mais si c'est 100 fois, disons, entre A et B. Alors, on va donner un chiffre précis. Vous prenez le dernier palmarès de Challenge de fortune professionnelle, Bernard Arnault est à 73 milliards d'euros. Et le 500e, je ne sais plus qui c'est, Alain Ducasse ou un autre type. Ah non, c'est celui qui possède les boulangeries Paul et les salons. Le 500e. La Durée, 500e. La Durée. Non, il s'appelle Audelaire, il me semble. Regarde, D'accord. peu importe. Eh bien, dans la fortune de Bernard Arnault, il y a 400 fois. Celle du 500e. Voilà, celle du 500e. Ça n'existe pas dans le domaine des... D'accord, chez donc il y a de plus grandes inégalités chez eux que chez nous, c'est ça, c'est là où C'est sûr qu'entre celui qui est entre guillemets SDF, qui va être au RSA et on va dire un cadre moyen, on n'a pas 400 fois, ça c'est une évidence. On n'a même pas 10 fois, donc comme ça c'est réglé. Hein. Mais eux peuvent avoir ça tout en gardant leur appartenance à la classe. Alors, moi j'avais une question. Attends, je termine juste parce que c'est pour finir. Le fait qu'il y ait cette hétérogénéité là dont vient de parler Michel, cette immense dispersion, est un des deux éléments pour lesquels il n'y a pas de définition de seuil de richesse possible. Parce qu'il y a un seuil de pauvreté, ça on le sait. Ouais. Il y a 9 millions de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Il est autour de 970 € en ce moment, si je ne me trompe pas. Il n'y a pas de seuil de richesse, parce que d'une part, c'est trop dispersé, et d'autre part, la richesse, elle est multidimensionnelle. C'est-à-dire qu'il y a la richesse... Il y a riche et riche, quoi. Il y a la richesse économique, qui est la condition nécessaire mais pas suffisante, parce qu'à côté, il y a la richesse culturelle. Le monde de la richesse, c'est le monde des grands collectionneurs, des... Les propriétaires terriens aussi, ils ont des forêts. Ouais. Pour la chasse à courre, par exemple. Voilà. En Sologne, j'imagine. Ouais. Notamment. La ouais. richesse sociale et la richesse symbolique, le patronyme familial, on en a parlé, tout à l'heure. le château classé monument historique. Vous voyez cette richesse, le corps qui symbolise. Justement, on arrive à la question épineuse. Alors vas-y. Là aussi, Oui, non, vas-y Tu Michel. la retiens ? Bien sûr. Et là, c'était pour dire simplement que les grands producteurs de blé de la Beauce ont un domicile à Neuilly, dans le 16e. Alors, je suis au courant parce que j'ai une maison dans la Beauce. Donc, ils sont... J'ai une maison à Chartres et précisément c'est un truc qui m'a toujours... il y a 2 ans, là, avant je ne voyais pas trop parce que j'étais pas trop sur Chartres, en fait, je suis plutôt sur Paris. Mais il y a 2 ans, en été, j'étais en train de me balader à Chartres avec une copine et d'un seul coup j'entends un gros moteur et tout. Et je vois quoi, un mec qui raccompagne sa copine certainement à la gare de Chartres en Lamborghini, dernier modèle, matriculé 28 et tout. Puis je dis, ah putain quand même, ça va, je savais que c'était une ville de Bourges, mais à ce point-là. Et donc ma copine qui était avec moi, elle me fait, ah mais ouais, mais lui c'est le fils un tel. Et en fait, elle me fait, mais te casse pas, il habite pas ici, en fait il habite dans le 16e. Et c'était une des grosses familles de la Beauce, donc qui possède des milliers d'hectares. Et en fin de compte, donc il y a une personne que je ne citerai pas, qui a dénoncé ça aussi dans un petit bouquin qu'il a écrit lui-même, que tu as certainement peut-être lu, et qui dit que en fait, certains de ces gros agriculteurs, c'est eux qui captent toute la PAC,
à eux tout seuls, ils captent 80% de la PAC enfin je sais pas, je fact-checker les chiffres, hein, les amis. Mais en tout cas, explique ce que c'est la PAC. La PAC, donc c'est les subventions européennes que touchent les agriculteurs et qui sont conditionnées à l'hectare qu'on irrigue, hein, on irrigue des hectares, donc c'est pour ça que parfois on bosse en plein été, en pleine canicule, on voit les trucs qui arrosent, alors que c'est contre-productif, ça crame les plantations, mais ils s'en foutent, parce qu'en irriguant, ils touchent la PAC. Et ils peuvent toucher jusqu'à 5 à 700 000 euros par an de PAC. Donc le prix d'une Lamborghini. Et oui les amis, c'est comme ça. Intéressant de parler. Voilà. Pendant que d'autres Petite agriculteurs aparté. se suicident, etc. Voilà, Mais exactement. c'est pas ceux du 16e. Oui, oui, on imagine non, bien. Ils sont pas prêts de se suicider. Alors on arrive à la Alors. question épineuse. Alors épineuse, oui et non, c'est symbolique parce que, alors j'entends bien, il y a une solidarité de classe dans ce que vous avez étudié au sein de cette oligarchie parisienne, mondaine, voilà. Moi, je me pose la question sur la famille Rothschild parce que il y a des branches dans d'autres pays. C'est une branche mondiale, c'est une famille mondiale. C'est-à-dire qu'on sort du cadre français, clairement. Par exemple, la famille Arnaud. Vous me dites si je me trompe, peut-être que vous avez d'autres informations là-dessus, c'est purement français. La famille Hermès, je ne sais pas, peut-être pareil. Là, la famille Rothschild, ça dépasse quand même les frontières. Donc, est-ce que par exemple, les Rothschild, au-delà de la solidarité de classe qu'elle a avec les oligarques français, y en a-t-il au niveau mondial? Peuvent-ils se passer de la solidarité de classe française? Voilà, c'est ça ma question. Alors nous, on a fait, parmi les livres dont je vous ai parlé, on a fait un livre sur la famille Rothschild. Le titre, c'était Les Rothschild, une famille bien organisée, parce qu'on montre qu'à la fin du XVIIIe siècle, celui qu'on nomme, qu'on a décidé que c'était le fondateur de la Amschel Meyer Rothschild, il était dans le ghetto de Francfort avec toute sa famille. Il y avait 10 enfants. Vous confirmez que c'était bien une famille allemande au début, hein? Absolument. Et puis, ils se sont organisés c'était une époque où la chrétienté, les chrétiens n'avaient pas le droit de prêter de l'argent en récupérant l'usure, hein, on appelle ça. C'est ça. Et donc, lui, c'était avec son petit commerce, il avait commencé à prêter de l'argent comme ça. Puis, petit à petit, ça a intéressé les plus grands d'Allemagne. C'était pas encore une nation, hein, c'était des principautés. Bon, alors donc finalement, il arrive à faire sortir ses 5 fils, puisque les filles dans la famille Rothschild ne comptaient pas dans les affaires. Donc les 5 fils sortent du ghetto et sont placés dans 5 capitales différentes. James est à Paris, un autre est à New York, un autre à Milan, un autre à Francfort et un autre à Londres, voilà. Oui. Voilà. Non, Et mais donc, logique, au lieu. dès le début du 19e siècle, dès 1830-40, ça y est, les 5 flèches qu'on retrouve toujours dans l'emblème de la banque Rothschild, les 5 flèches, les 5 frères, commencent à tisser une banque d'affaires mondialisée. Parce qu'après, il va y avoir Meyer En peu de Amschel. temps, hein. En C'est très ça peu qui de est- temps. qui est très étonnant. Meyer Amschel aura 19 petits-enfants, hein, avec C'est ses 5 fils. 5 fils. Donc là, alors, dans Et les puis petits-enfants, je compte aussi les filles. D'accord. Il y avait 10. Et là, sur 19, il y en a 14 qui vont se marier entre eux. Ah oui. Voilà. On consolide. Encore une fois, les codes de la noblesse, donc. Voilà, on consolide la fortune familiale par des mariages. Donc ils habitent tous les uns à côté des autres en banlieue parisienne, à Paris. Quand vous êtes place de la Concorde, vous avez toute une série. La prochaine fois qu'on se verra, on vous fera une promenade chez les Rothschild. Ah, mais avec la plaisir. place de la Concorde, vous me faites plaisir là. avec tous les noms, les histoires de chacun. Parce que Je c'est... suppose que ça ferait l'objet d'une vidéo entière, enfin même Ouais. de 3-4 heures. Une balade sur oligarchique. On va sur, s'organiser les ça. Rothschild, quoi. On va appeler ça les balades Dominique et Michel. Voilà. Bah, on Mais- prend rendez-vous là-dessus alors pour Voilà. ultérieurement. Voilà, ultérieurement. Mais c'est pas pour stigmatiser une famille précise. Nous, C'est pour la comprendre. Oui, c'est pour comprendre le mécanisme de construction. Tout à fait. On n'a jamais eu autant d'informations sur une famille. Hein. C'était des Parce qu'elle est juifs. mondiale, justement. Ouais. En fait, là, ma question, elle va plutôt sur le côté mondial de la Oui, chose. oui. C'est-à-dire que là, vous voyez, on sort du contexte français, parce que moi, j'ai pas d'exemple en tête, sauf si vous avez l'information, d'une famille oligarchique, entre guillemets, en tout cas puissante de France, mais qui a autant de ramifications dans le monde. Non. C'est pour ça que j'ai pensé tout de suite à la famille Rothschild. Et C'est oui. un cas intéressant Et aussi Ouais. connu. au niveau mondial.
Et très organisé, très... Mais c'était quand même des juifs, et il y avait un danger, et c'est aux périodes les plus tendues, où les risques étaient vraiment Très énormes. important pour et eux. là, il ne suffisait pas d'avoir de gros sous pour sortir. Et ils se sont fait réquisitionner une partie de leur fortune pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, Ouais, c'est ça. Guy de Rothschild est parti vivre aux États-Unis. Mais ils ont réussi à conserver quand même une partie de leur patrimoine pour mieux revenir derrière ou... Oui, enfin, ça, je ne saurais pas trop. Je me Bon, rappelle de toute trop façon, on ne va bien. pas trop rentrer dans le La détail. banque a mais- été nationalisée dans les années 80, il me semble. Oui, 81 Oui. à l'arrivée de François Mitterrand. Très et là- étonnant. Oui. On se demande ce qui s'est passé parce que Que c'est le s'est-il plus grand passé, service qu'on François pouvait Mitterrand leur rendre à l'époque puisqu'ils étaient ils étaient en banqueroute. Hein. Oui, c'est ça. c'est ça. Donc, Reprivatisé en 87, je oui. crois. Donc c'est-à-dire qu'en fait c'est peut-être le premier exemple d'ailleurs, excuse-moi de te couper de Monique, Non. c'est peut-être le premier exemple qu'on a de socialisation des pertes privées. Alors, on l'a avec Ernest Antoine Seillière de Laborde de la sidérurgie. C'était avant encore? Alors, la sidérurgie, oui, c'était avant C'était avant, 70. d'accord. Aussi un tu vois, personnage comme quoi, intéressant. j'ai bien fait de... Oui, parce que là, oui, j'étais pas au courant sur ça, moi. Non, ça a Ok. été... Moi, j'avais une autre question sur l'idéologie de l'oligarchie. C'est-à-dire, je vais faire référence à Soros et l'Open Society. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme ça sur l'oligarchie? Quelle idéologie, eux, ils vont, quel monde ils veulent construire, en fait? Quels sont leurs rêves? Sans... C'est surtout ça. Ouais, sans... Évidemment, pareil, je sais que c'est une grande question, mais voilà, comme ça, quelques mots, quoi. Alors, moi, je dirais que leur rêve, ben, c'est que ça dure le plus longtemps possible. Ouais, tout simplement, déjà. C'est ça. Clair. Mais ils ont quand même, non, dans alors- la construction, la modification toujours de la C'est-à-dire société. que- Non, attends, je termine, je te laisse terminer. Ils ont pas vraiment, ils ont une idéologie pratique, c'est-à-dire ils ont cette espèce de collectivisme pratique, de solidarité, de classe, voilà, pour la défense de leurs intérêts. Ils sont vraiment dans la défense de leurs intérêts et que ça dure le plus longtemps possible. Mais là, ils sont en train de détruire le monde. Eh ben si, ils sont en train de détruire le monde. Eux, principalement. C'est eux, les capitalistes. Ça, vraiment, il n'y a pas de... Oui, mais Le capitalisme s'est construit sur le servage, l'esclavage, le colonialisme, le néocolonialisme et l'exploitation de la force de travail, la prédation sur toutes les ressources naturelles qu'ils ne payaient pas, hein, l'eau et tout ça. Ouais. Et la mise au pas de l'hyperconsommateur d'aujourd'hui. Voilà. qui est une forme d'esclavage. Soros, il était juif, lui ou... Autrichien juif, je crois. Hein. Je suis pas Moi, sûr, j'ai je pas veux de pas dire de certitude, j'ai bêtises. pas de certitude là-dessus. C'est un Hongrois. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est hongrois et il a Hongrois. surtout une force de frappe incroyable. Moi, nous, ce qui nous a surpris quand on étudie Soros, parce que voilà, révolution colorée, capacité de force de réseau aussi avec l'université d'Oxford, etc. Enfin, on le retrouve dans tous les bons coups. Ouais. On le retrouve à financer une partie de la révolution, entre guillemets, d'Ukraine. On le retrouve à financer des organismes dits philanthropiques comme l'Open Society. Et finalement, il participe à la déstabilisation d'États entiers. C'est ça qui est très surprenant. D'où il trouve cette force de réseau. C'est ça qui nous interrogeait. Nous, c'est toujours la force de réseau. Donc, forcément, il est en solidarité de classe avec d'autres. C'est pas possible d'arriver tout seul comme ça avec une telle ascension. Et puis surtout que lui, dans son cas, il a une idéologie très... Enfin, je vais pas la décrire comme ça, mais très posée. Enfin, lui, il a une idée du monde et c'est ça qui le motive. C'est pas sa classe, forcément. Enfin, il y a les deux, je suppose, hein, mais... voilà, c'était... Peut-être que par moment, il a été en difficulté aussi. Soros Par son propre groupe de pairs, peut-être. Oui, Moi, je pense que c'est... parce qu'ils ont tous subi dans la Seconde Guerre mondiale. Oui, C'était chacun terrible. a- Ah oui, c'est pour Ouais, ça que bien vous sûr. posiez la question. Hein. Est-ce que, Chacun- est-ce que Trump est un oligarque? Ah ben, il est parfait. Trump. Donald Trump. Il vient du monde de la télévision. De la télévision, des fortune affaires. colossale dans les affaires et à la présidence des États-Unis, il est parfait. Mais très étonnant en lutte contre ce qu'on appelle le deep state, l'État profond aux États-Unis. On a l'impression que là, il y a une rivalité par contre. C'est la première fois que moi j'observe ça, parce que on prend une Hillary Clinton, si elle aurait pris le pouvoir, on se sentait plutôt à l'aise avec ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel américain. Là, le cas Trump mais il questionne. Alors oui, vous avez tout à fait raison. Il est l'exemple même de l'oligarque, puisqu'il a fait sa fortune dans le monde de la télévision. Mais on a l'impression qu'il fait un peu cavalier seul. C'est la sensation qu'on a.
Oui, enfin ça, il faut toujours se méfier des impressions de cavalier Ouais. seul, parce que quelquefois, c'est comme Bill Gates, par exemple, qui est souvent encensé pour la générosité. Oui. Oui, mais on sait qu'il donne à Monsanto et compagnie pour l'Afrique, C'est une entre générosité autres. à Voilà. géométrie variable. Voilà. Voilà, Et c'est c'est ça. surtout il instaure le néolibéralisme dans des régions très reculées, soi-disant pour lutter contre le sida et tout ça, ce qu'il fait en réalité en se battant effectivement contre le sida ou d'autres maladies, il détruit complètement toutes les solidarités, toutes les cultures traditionnelles. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il ne travaille pas du tout avec les anthropologues locaux ou les anthropologues spécialisés des populations sur lesquelles il intervient. Il intervient de manière brutale avec le management néolibéral, avec la culture du résultat, le chiffrage et la mise en place du néolibéralisme. Donc on peut dire qu'il est en parfaite adéquation avec les politiques d'ajustement structurel du FMI. Et voilà, et donc toujours le cavalier seul, pour moi, n'existe pas. Mais Toujours dans une solidarité de classe, Voilà. oui, Monsanto, oui. ça, Bayer. c'est Ils peut-être- ont toujours des intérêts c'est et peut-être contre-intérêts. une déformation professionnelle. Hein. Non, tu n'es pas déformé. On va. Il disait que c'était la population optimale de la planète, c'était 250. Combien d'esclaves pour, en gros, leur Voilà. servirait Ah oui, de- 500 millions, ouais, c'était ça. Déjà, à combien on pourrait chiffrer les oligarques sur la planète entière? Et eux, ils auraient besoin de combien de serviteurs? Et puis après, on va comprendre effectivement que 8 milliards moins ces personnes-là, le reste, c'est des pollueurs et des consommateurs de ressources. Oui, nous, on n'est pas capable de donner un chiffre précis. Par contre, on peut faire l'hypothèse qu'en effet, le dérèglement, il ne lutte pas contre le dérèglement climatique, parce que le dérèglement climatique va être le génocide climatique du futur. du futur. Et avec alors l'hypothèse, et donc Bon, on a vu la dernière folie des oligarques, d'ailleurs, c'est la fameuse cité ultra connectée de Neom en Arabie Saoudite. Alors ça, c'est extraordinaire ce projet ça, c'est en que nous Turquie, pondent c'est en Turquie. que nous pondent les capitalistes. Non, dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite, Ah bon, t'es sûr? À la Tout à fait. frontière de Ouais, la ouais. Jordanie. à la frontière de la D'accord. Jordanie. et, D'accord, mais c'est moi qui me trompe. alors j'imagine même pas dans quelles conditions ils vont piller les ressources, parce que bon, c'est désertique, ça veut dire l'eau. Oui, non. C'est encore un projet pharaonique de cette oligarchie ultra-capitaliste qui va nous pondre. Bah, Une justement, espèce de là, cité ultra-connectée. On voit que déjà, ils mettent en place des espaces à eux. Ils commencent à créer des espaces, ils achètent. Par exemple, on a deux exemples précis avec Michel, la Patagonie et la Nouvelle-Zélande. Ces deux régions, ces deux pays, en tout cas, interdisent désormais à quiconque d'étrangers d'acheter des terres dans ces pays. Ah, d'accord. Parce qu'il y avait tellement de fonds spéculatifs qui achetaient des terres désertiques, mais éloignées de tout être humain, mais possiblement protectrices le moment venu, que ça leur a mis la puce à l'oreille. Au fond, Fidelity, et dont un des anciens directeurs a été passé par la CIA. Pour Et rebondir sur ce que vous aviez dit la dernière fois. C'est lesquels, sondage Fidélité, D'accord. Mais les deux instituts, c'est quoi? j'ai pas la. TNS Sofres, c'est. Non, pas BVA, parce que BVA c'est Bolloré, Non, je c'est crois. Bolloré, ouais. Je crois que ça doit être TNS Sofres, il me semble, Fidelity. C'est Ouais. la fabrique de Oui. l'opinion, de toute façon. D'accord. Parce que. Oui. Enfin bref, pas important. C'est assez impressionnant. On va pas vous Non, non, prendre écoutez, plus de temps. Alors on va se dire au revoir. J'aurais. Optimiste ou pessimiste? Ah ben nous, on est des optimistes. On fait une sociologie parfaitement désenchanteuse. Ça, on est désolé pour vos auditeurs. Mais nous-mêmes, ben, on est plutôt À la retraite. à la retraite. Est-ce que Michel aura un dernier mot de la fin? Parce que j'ai vu que plusieurs fois vous vouliez intervenir, mais vous n'aviez pas pu. Est-ce que vous voulez faire le mot de la fin? Quel message pour les gilets jaunes? Pour les gilets pour jaunes, prochaine génération, tiens. ce que vous voulez. Tu écris FAIM, non? Bah, tu peux l'interpréter par les deux côtés. C'est le commencement de la fin. Ouais, ok. D'accord. Je crois que ouais, si on fait encore des camps comme ça, pour être rapide, on va mourir de faim. Ouais. Donc il faut vraiment se prendre en main. On appelle nos auditeurs en tout cas à se responsabiliser toujours, prendre conscience des choses, mettre le doigt là où il faut.
Ok, bah on vous remercie et puis on se reverra pour notre balade Rothschild alors. La balade Ok. oligarchique parisienne, avec plaisir. Pour les balades de Monique et Michel. Ah, Prochain épisode, les amis. Magnifique. Ça, ce sera cadeau Vous pour avez vous. de grosses besaces pour mettre des sous si on va dans un établissement pour boire un verre. Bah oui. Ou alors, À 20 balles de café, ouais, c'est sûr. Ah, ou alors, café, ou alors euh, un pistolet 7 mm pour faire la caisse. Bon, Ok. on y pensera, on va s'équiper alors, hein, t'inquiète. Bon bah voilà. Pacifique et Merci bienveillant. encore et Merci à vous en tout cas. Oui, Merci. merci Merci vraiment pour du votre fond travail. du cœur et pour tout ce que vous avez fait depuis 40 ans, Et évidemment. merci pour la sociologie. Voilà. Et aussi merci d'avoir Merci dit pour la que les sociologie. Gilets jaunes nous rendaient le service du siècle. C'est hein. vrai. On a vu ça dans les flatteur. midinales. Ouais, J'aime bien c'est le ce qu'ils service ont du repris siècle. partout, ouais. Et oui, Vraiment, quand même, j'aime je veux bien dire, le ça petit, c'était un gros voilà, compliment qui n'a pas passé inaperçu parce que beaucoup de Gilets jaunes l'ont vu. évidemment. Oui, parce qu'on se doute bien que si on arrive à renverser le pouvoir en France, ça va avoir un impact sur le monde entier. Absolument. Clairement. Bah, c'est la Révolution française, on a quand même été Les Voilà. précurseurs. les précurseurs. Hein. Tout à fait. Donc on ne lâche rien. On ne lâche On pas. lâchera rien. Voilà. Allez, hop.